Je remercie d'abord Lab Consulting de m'avoir invité, mais surtout d'avoir insisté de trouver un créneau pour pouvoir partager avec, en fait, euh, comme j'ai l'habitude de le faire, donc partager toujours avec la communauté des développeurs. Premier webinaire, ça concerne les bonnes pratiques et les challenges des architectures distribuées basées sur les microservices. Alors en fait, à travers cette thématique, nous allons, bon, j'essaierai un petit peu surtout de permettre à tout le monde, en fait, à tout le monde de partir sur les bonnes bases, c'est-à-dire la différence entre les architectures monolithiques et les architectures microservices. Et bien sûr, et par la suite, je vais faire une démo pour faire une première partie de l'implémentation. Et je vous inviterai aussi, donc il y a des webinaires qui sont déjà planifiés, je vous donnerai un peu en fait les dates. Et donc on espère continuer en tout cas ce partage avec vous. Alors je me présente d'abord, Mohamed Yousfi, je suis professeur, enseignant-chercheur à l'ENSED de Mohamedia. C'est l'université Hassan II de Casablanca. En fait, l'ENSED Mohamedia, c'est une école dans laquelle on forme des ingénieurs, principalement dans différents domaines techniques, y compris l'informatique. C'est des ingénieurs d'État. On forme également des masters, il y a aussi des diplômes d'IUT. Globalement, il y a assez de formation à l'INSET. Donc, c'est une formation, plutôt une école qui forme de véritables ingénieurs pour l'entreprise. Et je suis aussi consultant en recherche et développement dans le domaine de l'ingénierie logicielle. Depuis que je suis enseignant, j'ai toujours un contact avec l'entreprise. Ça, c'est quelque chose que je considère fondamental pour moi. Ce qui me permet un petit peu d'être un peu plus proche, on va dire, en même temps du monde socio-économique et en même temps d'accompagner les étudiants, notamment, à intégrer facilement l'entreprise. C'est un peu globalement ce que je fais depuis longtemps et particulièrement ces dernières années. J'ai développé en fait une relation professionnelle principalement avec l'entreprise Adria, Business and Technology, qui est une entreprise qui est spécialisée dans le domaine du digital banking. Ils sont leaders dans ce domaine. Et justement, par l'occasion, je les remercie également parce qu'en fait, d'abord, c'est en fait cet échange-là professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui donne en fait de bons résultats, aussi bien pour l'entreprise que pour bien sûr le monde de l'université. Donc ça, c'est quelque chose on essaye toujours de développer. Et en même temps, Adria, c'est une entreprise qui, dans les produits justement qu'ils ont développés, sont basés sur en fait cet écosystème Spring et particulièrement, c'est l'une des entreprises qui ont implémenté l'architecture microservices. Donc, c'est-à-dire leur architecture, le back-end de leurs applications sont déployés en production, c'est-à-dire en architecture microservices. Et bien sûr, avant l'architecture microservice, c'était une version monolithique. C'est quand même, d'ailleurs, c'est l'occasion parce qu'en fait, Adria aussi, en fait, il lance un certain nombre de webinaires. Donc, j'aurai l'occasion tout à l'heure de partager avec vous l'un des premiers webinaires, justement, qui constitue la suite de ce que nous allons travailler aujourd'hui. Et on aura l'occasion de parler de tout ça. Alors voilà, donc ça c'est une présentation rapide. Alors, sans trop tarder, avant de parler de l'architecture microservice, d'abord un petit aperçu sur l'architecture monolithique. Alors, d'une manière générale, quand on développe les applications, ça c'est l'architecture généralement qu'on vise en premier lieu. Ça c'est quelque chose qui s'est fait depuis très longtemps. Alors, dans l'architecture monolithique, généralement, vous avez besoin de démarrer votre application en utilisant d'abord un web container, comme par exemple Tomcat, qui est un web container qui est utilisé. Et si vous travaillez avec l'écosystème de Spring, forcément, vous utilisez
un conteneur qui va s'occuper du principe de l'inversion de contrôle et de l'injection des dépendances. Donc, c'est en fait la magie de Spring. Donc, c'est un peu d'ailleurs, la base de Spring, il est basée sur tout ça. Et après, l'application, quand vous développez votre application, vous allez découper. Bien sûr, bon, le principe de l'inversion de contrôle, il faut toujours rappeler que l'objectif, c'est-à-dire de séparer les aspects métiers d'une application des aspects techniques. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental pour les applications d'entreprise. Et l'application, justement, pour respecter un certain nombre de normes. Donc, il est découpé souvent en un ensemble de couches. Alors, souvent, vous allez trouver donc la couche, on va dire la couche web, dans laquelle souvent vous développez des web services, des web API. Donc, comme il s'agit souvent d'une application monolithique, bon, c'est-à-dire c'est une grande application dans laquelle vous allez développer plusieurs fonctionnalités. Et donc, vous allez avoir donc un ensemble d'API qu'il faut mettre en place. Et après, il y a bien sûr la couche web, on va dire, c'est l'interface à travers laquelle vous exposez les fonctionnalités de l'application via donc pour des clients pratiquement front-end. Donc, ça peut être un client web, un client mobile ou une application desktop. Alors, d'une manière générale, cette interaction, bien sûr, avec les clients front-end. Alors, bien sûr, vous le savez très bien que pour développer des applications web, souvent, il y a des frameworks qui sont utilisés côté front-end comme Angular, comme React et d'autres frameworks. Pour les applications mobiles, donc, il y a des développements natifs, notamment Android et iOS. Il y a également des cross-platforms, ce qui est vraiment très, très intéressant dans un certain nombre de circonstances, notamment avec Flutter, qui est, on va dire, un framework qui est, c'est-à-dire qui permet de développer des applications, on va dire, cross-platform pour le système Android, mais également pour le système iOS, mais également pour aussi pour les applications Recording in progress. mais aussi pour les applications web et également pour les applications desktop. Alors, bien sûr, pour le desktop, ça c'est quelque chose d'assez classique. Donc, il y a des technologies qui permettent de produire des applications desktop. Il y a plein de solutions. Alors, généralement, en fait, c'est-à-dire les interactions avec les applications front-end, donc, vont se traduire par, bien sûr, l'appel à la couche métier. Donc, en fait, la Business Access Layer, dans laquelle souvent on développe l'ensemble des fonctionnalités qui implémentent les spécifications fonctionnelles. Tous les appels donc, de la partie front-end vont passer sur la couche métier. Et comme il s'agit d'une application monolithique, ça veut dire qu'il faudrait développer plusieurs modules et l'ensemble des modules donc, vont être intégrés au sein d'une même application, c'est-à-dire dans la même application avec beaucoup de services qui vont être développés. C'est-à-dire qu'il y aura une grande couche métier. Et après, bien sûr, il y a la partie accès aux données, forcément parce que pour effectuer des traitements, on a besoin de s'appuyer sur la couche data. Et bien sûr, la couche data, souvent, pour les données, en fait, l'entreprise a besoin de faire un choix sur un système de gestion de base de données. Et généralement, on utilise une seule base de données, une grosse base de données qui permet d'enregistrer toutes les données de l'application. Et bien sûr, dans la couche DAO, la couche d'accès aux données, donc on aura plusieurs repositories qui permettent donc de gérer la partie persistance des données. Alors pour la partie persistance des données, donc il y a des frameworks, il y a des standards qui sont très courants que vous utilisez, notamment la spécification GPA, Hibernate et Spring Data, qui permettent de régler ce problème-là. Alors dans ce cas-là, pour persister les données, vous aurez besoin d'utiliser des entités persistantes. Alors bien sûr, les entités persistantes, c'est les premiers objets que vous créez souvent dans votre application. Et les entités, souvent, ils vont être utilisées aussi bien dans la couche d'accès aux données, mais également, ils vont être utilisés dans la couche métier. Et après, par la suite, souvent, parmi les bonnes pratiques, c'est de ne pas utiliser les entités dans les couches, on va dire, dans la couche présentation, c'est-à-dire au niveau de la couche web, parce que souvent, il ne s'agit pas des mêmes structures de données qui vont être utilisées dans la partie UI. Alors, c'est la raison pour laquelle, souvent, vous avez besoin de créer une couche, ce qu'on appelle d'hétéro, dans laquelle on va tout simplement créer encore d'autres classes, mais cette fois-ci, c'est des classes qui vont être, c'est-à-dire qui vont être associées à la partie UI, donc en fonction des données qu'on va saisir et les résultats qu'on va afficher. Donc, on crée souvent des objets qui sont plus adaptés à la partie UI.
Et ce qui fait que ce qui impose en fait l'utilisation d'un framework qui permet de faire le mapping entre les entités et les DTO. Alors souvent, vous aurez besoin d'utiliser des solutions dans lesquelles on va prendre les données des entités persistantes et qu'on va stocker dans les DTO. Donc, c'est un mapping objet-objet. Donc, c'est le mapping entre les objets, on va dire, métiers et les objets DTO. Donc, il y a des solutions. En fait, parmi les solutions, dans la démo tout à l'heure, je vais utiliser Mapstract. Donc, c'est l'une des solutions qui sont très, très utilisées, très performantes. Mais également, on peut utiliser d'autres solutions comme par exemple JMapper. Il y a d'autres solutions qui peuvent être utilisées. Et parfois, les développeurs, ils font eux-mêmes le mapping avec des getters et setters, donc pour transformer les données des entités vers les DTO. Alors, globalement, ça c'est l'architecture avec laquelle vous commencez pour développer l'application. Bon, après, par la suite, quand il s'agit d'une grande application, donc quand vous êtes en production, à un moment donné, il y a d'autres besoins qui vont s'ajouter à l'application. Parfois, l'entreprise, le client a besoin d'intégrer dans l'application un moteur de recherche. En fait, on a besoin de faire des recherches des données partout dans la base de données. Et pour faciliter la recherche des données, souvent dans les bases de données, dans la majorité des cas, vous optez pour des bases de données relationnelles. Mais après, quand vous allez créer un moteur de recherche, il est plus judicieux donc d'utiliser en fait un système qui est adapté pour les moteurs de recherche. On peut citer par exemple le cas de Elasticsearch. Donc ça c'est un outil qui est très performant à ce niveau-là. Donc ce qui fait que pour pouvoir intégrer un moteur de recherche dans votre application, vous aurez à utiliser un autre système de gestion de base de données. Et dans ce cas-là, vous aurez besoin de synchroniser les données entre la base de données, on va dire, relationnelle et la base du moteur de recherche. Et après, donc, vous allez commencer à chercher des solutions qui permettent de synchroniser ces bases de données. Et après, par la suite, donc, dans les applications d'une manière générale, dans les applications, vous aurez également besoin on va dire, de jouer les effets de bord avec les partenaires, c'est-à-dire que votre application, forcément, il a toujours besoin de communiquer avec les applications partenaires. Donc, ce qui fait que la meilleure façon, le meilleur moyen, c'est d'utiliser donc un event bus, donc un bus d'événements, en passant via un broker. Comme on peut citer des brokers comme Kafka, comme RabbitMQ. Ça, c'est des brokers qui sont très, très performants, qui sont très utilisés. Donc, vous allez utiliser donc un broker dans lequel vous publiez des événements, un bus d'événements dans lequel vous publiez des événements. Et après, vous créez des handlers qui permettent donc de capter ces événements-là et bien sûr de les traiter. Alors, vous aurez peut-être besoin de créer un handler qui permet d'envoyer des emails, par exemple, aux clients. Vous aurez besoin de créer des handlers qui permettent, par exemple, de communiquer avec votre banque, notamment, d'envoyer des virements, des opérations, des choses dans ce sens-là. Mais également, ça peut être des SMS, ça peut être une partie dans laquelle vous aurez besoin de faire du data analytics. Donc forcément, vous avez besoin d'exploiter les données, toutes les données qui sont mises dans le bus pour pouvoir faire du stream ou bien du batch processing pour visualiser, pour faire du data analytics d'une manière générale. Et quand vous êtes là, donc vous commencez à avoir donc une architecture relativement plus consistante. Et après, peut-être les choses vont commencer à se compliquer en quelque sorte. Et après, par la suite, quand vous avez une grande application, sans doute l'un des grands problèmes qui vont être posés pour ces applications monolithiques, c'est ce problème de performance. Donc, quand on a un problème de performance, quand l'application commence à devenir trop lente, c'est parce qu'il y a une base de données, une seule base de données qui contient il y a une grande quantité de données. Vous avez beaucoup de fonctionnalités à gérer. Donc, après, peut-être vous allez commencer à chercher des solutions pour accélérer, donc pour améliorer les performances. Et après, souvent, vous pouvez penser peut-être à utiliser un cache, dans lequel, par exemple, la couche web peut cacher donc, des données pour les réutiliser pour accélérer, bien sûr, la réponse pour l'ensemble des requêtes des utilisateurs. Et donc, ce cache-là, bien sûr, pour le mettre en place, également, il y a un coût. Et parfois, c'est si mal fait, donc ça peut engendrer des gros problèmes. Donc, ce qui fait que quand vous commencez, ces solutions-là ne vont pas satisfaire, c'est-à-dire si vous avez toujours des problèmes de performance,
Si vous avez des problèmes de maintenance parce que la maintenance prend beaucoup de temps, si vous avez des problèmes, c'est-à-dire la mise en prod prend un peu plus de temps, là, vous allez commencer à se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions, notamment pour pouvoir développer ce genre d'application? Et à ce niveau-là, donc, vous allez commencer à vous arrêter sur, on va dire, les inconvénients, les contraintes des architectures monolithiques. Donc, voilà quelques contraintes qu'il faudrait préciser. D'abord, bon, quand vous êtes dans une architecture monolithique, ça veut dire déjà, vous êtes obligé de développer toute l'application avec une même technologie qui va être utilisée. Alors là, a priori, ça ne pose pas de gros problèmes, mais quand même, il ne faut pas oublier que dans une entreprise, parfois, il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup d'ingénieurs. Et donc, parmi les ingénieurs, il y en a ceux qui ont fait des expériences dans une technologie particulière avec la maîtrise d'un certain nombre de frameworks et un langage particulier. Donc, avec l'approche monolithique, vous êtes obligé de mettre tout le monde sur la même technologie. Et ça, c'est un coût pour l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il faut former les gens donc, pour utiliser une technologie. Alors que dans la réalité, dans une application souvent, en fait, il y a parfois des parties que peut-être qui concernent, par exemple, la partie machine learning. Donc, vous dites, bon, il vaudrait mieux qu'on utilise Python comme langage parce que c'est le plus utilisé. Il y a une partie dans laquelle vous avez du temps réel. Alors après, vous dites, ça aurait été préférable d'utiliser telle technologie, Node.js ou d'autres solutions, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que, d'une manière générale, quand vous regardez bien une grande application, on peut toujours la découper en plusieurs modules. Et après, quand on la découpe en plusieurs modules, parfois, on n'est pas forcément obligé de travailler avec la même technologie. En tout cas, donc ici, c'est une contrainte. Donc, quand on est dans l'architecture monolithique, c'est que on a c'est-à-dire ce problème-là, c'est-à-dire on est obligé d'utiliser souvent une même technologie. Alors, il y a également d'autres inconvénients comme un processus unique. Donc, ça, c'est un problème parce que quand une partie de l'application bloque, parce que comme l'application tourne dans un unique processeur, donc quand l'application bloque, eh ben en fait, c'est toute l'application. Il y a une fonctionnalité qui bloque, c'est toute l'application, c'est le processus qui va bloquer. Donc, ça arrête complètement l'application. Les applications monolithiques, c'est des grandes applications qui sont difficiles à maintenir. Généralement, c'est carrément très compliqué quand vous êtes dans une grande application, surtout si l'application elle est mal conçue, si elle est mal développée. Souvent, la maintenance coûte trop cher. Et surtout, si quand tous les tests unitaires ne sont pas développés, à un moment donné, quand vous faites une modification, vous n'avez aucun moyen pour savoir si la modification que vous faites, est-ce qu'il ne va pas entraîner des effets de régression, c'est-à-dire est-ce qu'il ne va pas entraîner d'autres problèmes dans l'application. Donc, si les tests unitaires ne sont pas tous développés, donc ça crée vraiment un problème. Bref, donc la maintenance devient très difficile. C'est difficile à tester les applications monolithiques. Et la mise en production, ça prend beaucoup de temps également. C'est vraiment pour passer en production, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut packager toute l'application. Il faut s'assurer que tout fonctionne, c'est-à-dire dans l'ensemble des modules. Et souvent, pour redéployer l'application, il faut passer à un redéploiement à froid, c'est-à-dire souvent vous serez obligé d'arrêter l'application et de la redéployer. Et surtout, tout ça, c'est à la rigueur, toutes ces contraintes, on peut toujours chercher des solutions. Mais surtout la solution à laquelle parfois on n'a pas plutôt la contrainte à laquelle, en fait, souvent l'architecture monolithique ne peut pas peut-être répondre plutôt à cette contrainte, c'est les performances. Notamment, quand vous avez un problème de montée en charge, les applications monolithiques, c'est-à-dire en termes de scalabilité, il y a un grand problème parce que souvent, quand vous avez une charge, quand vous avez un problème de montée en charge, c'est que dans la majorité des cas, c'est que vous avez la montée en charge dans une fonctionnalité, donc quelques fonctionnalités qui sont les plus sollicitées. Et après, donc, quand vous êtes dans une application monolithique, la solution de la scala de montée en charge, c'est qu'il faut il faut démarrer l'application en plusieurs instances. Comme l'application est très, très grande, donc vous serez obligé de démarrer en plusieurs instances toute l'application. Ce qui fait que ça, c'est en termes de scalabilité, c'est vraiment pas, c'est pas très bon. Alors, c'est la raison pour laquelle donc, il y a l'architecture microservice. L'architecture microservice, donc, comme vous le savez déjà, c'est de découper en fait un grand problème en un ensemble de petites applications. Chaque petite application, on va dire, c'est ce qu'on appelle un microservice. C'est-à-dire quand je suis dans ce genre d'architecture, ce qu'on va faire peut-être, c'est
d'aller, voilà, donc créer une application. Vous voyez donc ici, je vais faire un découpage vertical, c'est-à-dire je vais avoir une première application dans laquelle j'aurai une base. D'abord, j'aurai la partie, le module A avec sa couche API, sa couche service et sa couche repository, ces entités du module et également les DTO. Donc, c'est-à-dire, je reprends carrément toute l'architecture, mais uniquement pour le module A. Donc, la même chose, je fais pour B, c'est-à-dire, je fais un découpage vertical. J'ai une autre application avec une autre base de données, B, et je peux faire la même chose pour C. Donc, au lieu d'avoir tout ça dans la même application, ben, je vais créer 3 applications, par exemple. Et après, donc, je peux dire que ça, c'est 3 applications qui vont être distribuées. Alors, bien sûr, le découpage, le niveau de granularité, ça va dépendre, donc, en fait, ça va dépendre des objectifs, bien sûr, du projet. Bien sûr, l'idéal, c'est d'aller vers un niveau de granularité qui est le plus faible, c'est-à-dire avoir des petites applications. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Dans la majorité des cas, donc, on peut trouver des architectures. Par exemple, chaque module, chaque partie du module, ça peut être un microservice. Donc, et du coup, donc, un microservice, ce n'est pas forcément parfois une petite application, mais parfois, ça risque de devenir également une petite grande application, si je peux dire ça. Mais globalement, quand on est dans l'architecture microservice, donc le découpage, c'est quelque chose de très important. Alors, après, donc, une fois que vous avez donc, les applications distribuées, et là, bon, après, vous allez commencer à avoir des challenges à relever. Il y a des problèmes techniques qu'il faudrait relever. D'abord, il faut choisir les solutions qui vont permettre de faire communiquer les applications. Et après, par la suite, vous aurez besoin c'est-à-dire que les clients, la partie front-end des applications. C'est bon. Alors, donc, voilà. Donc, quand on est donc c'est-à-dire quand on a une application qui est distribuée, donc, on va commencer à avoir, donc, comme je disais, donc, des contraintes. Et parmi aussi les contraintes, il vous faut mettre en place une gateway. Bon, ça veut dire que toutes les applications, généralement front-end, et les autres applications vont communiquer avec les microservices. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de connaître les microservices, mais ils vont passer via une gateway, c'est important. Donc, il faut mettre en place une gateway. Ensuite, en fait, la gateway, bien sûr, donc, son rôle, c'est quoi? C'est que chaque requête reçue, donc, il va se charger d'acheminer la requête vers le bon microservice. Ça, c'est pour mettre en place une gateway. Tout à l'heure, donc, je vais vous parler également c'est-à-dire des différentes solutions qui existent qu'il faut mettre en place. Et après, il y a aussi, donc, pour pouvoir, quand vous avez beaucoup de microservices dans votre application, et si vous envisagez bien sûr de démarrer les microservices en plusieurs instances, donc à un moment donné, la gateway a besoin de savoir dans quelle machine se trouvent les microservices. Et la solution qui est souvent proposée, c'est d'utiliser un discovery service qui va se charger de publier ou bien d'enregistrer toutes les instances des microservices. C'est-à-dire que chaque microservice, généralement, qui démarre, va enregistrer son adresse IP, son nom et notamment le numéro de port au niveau de Discovery Service. Alors, forcément, il y a des solutions qui sont utilisées pour mettre en place des solutions c'est-à-dire d'annuaire, on va dire, pour les microservices. Alors, l'autre challenge, c'est que quand vous êtes dans une approche microservice, ça veut dire que finalement, vous avez plusieurs applications et pour ne pas avoir pour chaque application un fichier de configuration, donc on va essayer donc chercher une solution qui permet de centraliser la configuration de l'ensemble des microservices. Alors, ce qui fait, il faut mettre en place un service config service qui va se charger de centraliser la configuration de l'ensemble des microservices. Autrement, il y a un seul fichier donc, dans lequel on va regrouper l'ensemble des propriétés ou bien des paramètres de configuration des microservices. Alors bien sûr, les microservices ont des propriétés en commun. Ils ont beaucoup de paramètres de configuration en commun, donc on va les retrouver dans le même fichier. Mais en même temps, chaque microservice, on va définir donc un fichier qui permet donc de personnaliser la configuration du microservice. Alors, ce qui fait que chaque microservice, quand il démarre, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il se connecte vers le service de configuration pour chercher sa configuration. Et après, il démarre.
Et l'avantage, c'est que quand on change, on reconfigure, quand on change quelques paramètres de configuration, on n'a pas besoin d'arrêter les microservices. Donc, en fait, le microservice va recevoir sa configuration à chaud, c'est-à-dire avec ce mécanisme-là, on peut reconfigurer les microservices à chaud. C'est-à-dire, on peut reconfigurer sans avoir besoin d'arrêter et de redémarrer les microservices. Donc, ça, c'est quelque chose d'important dans l'architecture microservice. Et bien sûr, donc, le principe de fonctionnement classique, c'est que on va retrouver donc voilà, en quelque sorte souvent l'application front-end qui va envoyer des requêtes vers la partie gateway. La gateway va chercher à partir de l'URL, on retrouve le nom du microservice. On va chercher le service, c'est-à-dire avec le nom, on peut chercher donc l'adresse IP et le port. Donc ça, c'est la gateway va contacter le service discovery. Et après, il va acheminer la requête vers le bon microservice qui va faire le traitement. Alors ça, c'est l'architecture, on va dire, minimale, on va dire, d'un microservice. Donc, il faut mettre en place ces solutions. Et après, par la suite, dans les architectures microservices, les microservices ont besoin également de se synchroniser. Donc forcément, pour synchroniser les microservices, donc souvent pour les faire communiquer, il y a deux modes de communication. Il y a la communication synchrone. Souvent, parfois, c'est des communications REST qui sont utilisées ou d'autres protocoles comme SOAP. Mais dans la majorité des cas, vous aurez besoin de mettre en place un broker, comme je disais, comme RabbitMQ, Kafka, qui va servir comme bus d'événements dans lequel les microservices vont publier et souscrire à des événements, c'est-à-dire à des topics, par exemple, pour recevoir des événements. Donc, vous aurez souvent à mettre en place une architecture comme celle-là. Alors, ça c'est le. Et après, donc, quand vous regardez une architecture comme celle que vous avez ici, de l'architecture microservice, là, vous allez commencer à dire, voilà, quels sont, on va dire, maintenant les avantages, en fait, les avantages des microservices. Alors, quand vous cherchez donc les avantages des microservices, donc vous allez voir que vous avez finalement le premier avantage qu'on va chercher, c'est d'abord les performances. En fait, quand on a un problème de performance, c'est à ce moment-là qu'on va penser vraiment à passer à l'architecture microservice. Donc, vous avez le problème de scalabilité, ça va être réglé de façon très simple. Donc, d'abord, quand il y a un problème de montée en charge sur un microservice, c'est-à-dire vous avez une fonctionnalité qui va subir la charge, ben, je vais tout simplement démarrer plusieurs instances du microservice. Donc, il suffit de démarrer une nouvelle instance du microservice, ben, automatiquement, il va s'enregistrer dans le service d'enregistrement. Donc, automatiquement, donc, la gateway, il va utiliser le système d'équilibrage de charge qui permet donc d'équilibrer sur les deux instances ou bien sur plusieurs instances. Donc, ce qui fait qu'en termes de scalabilité, c'est plus rapide, c'est plus simple c'est-à-dire à mettre à l'échelle. Donc, c'est une architecture qui est scalable donc, horizontalement d'une manière très simple. Bon, après, il y a d'autres avantages, donc je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus. Donc, vous avez des processus séparés. Donc, ça veut dire que même s'il y a un microservice qui bloque, ça ne va pas bloquer les autres applications parce que ce sont des applications indépendantes. Les microservices sont faciles à développer, à tester et à maintenir. C'est des petites applications. C'est très rapide à mettre en production. Donc, la mise en prod, généralement, prend moins de temps. C'est plus rapide que l'architecture monolithique. Facilement, on peut redéployer des microservices à froid. Maintenant, avec l'écosystème des conteneurs Docker, avec des solutions d'orchestration de conteneurs comme Kubernetes ou Docker Swarm ou d'autres solutions, on peut facilement donc gérer, redéployer les services, c'est-à-dire plutôt le redéploiement à chaud, c'est pas à froid, parce qu'il faut corriger. C'est pas, ça, c'est en fait quelques avantages. Donc, vous avez également, on peut développer des microservices avec des technologies différentes. Les équipes de développement peuvent être indépendantes carrément. Chaque équipe peut développer indépendamment de l'autre. Facile, donc, avec les microservices, comme c'est des petites applications, c'est plus facile d'appliquer donc, les méthodes agiles. L'agilité est simple à appliquer. Et après, donc, c'est facile donc, de mettre en œuvre en fait, le processus de développement TDD, c'est-à-dire le développement piloté par les tests. Développer d'abord les tests avant de développer les implémentations, ce qui garantit donc de développer une application c'est-à-dire de qualité. Donc, quand on vise la qualité logicielle, il faut développer les tests unitaires.
Et quand on est dans une approche microservice, comme c'est des petites applications, en fait, le cycle de développement TDD, donc c'est l'un des cycles qui sont très intéressants. Bon, c'est plus simple, en tout cas, d'appliquer ce cycle, plutôt ce processus de développement TDD pour les architectures microservices. Maintenant, il faut, donc ça c'est, si vous voulez, ça c'est, globalement, c'est le schéma de base de l'architecture. Bon, après, donc, il faut d'abord quel modèle pour la gateway. Alors, pour la gateway, alors forcément, il y a quelque chose qu'il faut savoir qui est très important, c'est que dans les architectures web d'une manière générale, c'est-à-dire dans les technologies web, en fait, il y a deux modèles. Il y a ce qu'on appelle le modèle multithread avec des entrées-sorties bloquantes. Donc, vous avez des modèles multithread avec des entrées-sorties bloquantes. Et vous avez un modèle single thread avec des entrées-sorties non bloquantes. Alors ça, je pense, c'est quelqu'un qui veut faire l'architecture logicielle. C'est très important de comprendre la différence entre ces deux modèles. Alors en fait, le modèle, en tout cas pour les gateways, si vous travaillez avec Spring Cloud, vous avez des solutions, notamment Yazoo Proxy. Donc c'est un proxy, c'est un type de gateway qui était utilisé il y a quelques années. Vous avez des modèles multithread avec des entrées-sorties bloquantes. Donc, c'est un modèle, comme par exemple Tomcat, quand il démarre un pool de threads. Donc, ça, c'est globalement, c'est un pool qu'on peut redimensionner dans la configuration. Et il faut suffisamment de threads. Alors, chaque requête, généralement, qui est envoyée par le client, on va mobiliser un thread pour traiter la requête. Donc, c'est-à-dire, si vous avez une centaine de requêtes entrantes en même temps, c'est que le serveur va utiliser une centaine de threads pour traiter les requêtes. Bon, chaque requête va traiter, plutôt chaque thread va être mobilisé pour traiter la requête. Alors souvent, dans ce modèle-là, l'inconvénient principal, c'est que généralement, le thread, quand il commence à traiter la requête, et dans le traitement de la requête, il y a plusieurs processus. Il y a d'abord l'opération de lecture des données à partir de la requête. Il y a des traitements. Donc souvent, quand on va lire les données, c'est des entrées-sorties bloquantes. Ça veut dire on va attendre le temps qu'il faut pour recevoir les données. Donc ça veut dire si le client dispose d'un débit de connexion qui est faible, une latence relativement, c'est-à-dire vous avez un client qui a une connexion qui est très faible, souvent il va prendre beaucoup de temps à envoyer les données. Donc ça veut dire qu'il va mobiliser le thread pour une longue durée. Donc le thread va être mobilisé. Ensuite, il va faire les traitements. Ensuite, il va se connecter vers la base de données. La même chose, c'est les va-et-vient vers la base de données. Donc, si ça prend beaucoup de temps, donc ça veut dire que ça va être mobilisé pour longtemps. On fait appel à des services distants. Donc, globalement, quand on fait le traitement, on a besoin de communiquer, de faire les entrées-sorties. Et généralement, toutes les entrées-sorties, c'est des entrées-sorties bloquantes. Ça veut dire que bon, quand on est dans des entrées-sorties bloquantes, ça veut dire qu'on va bloquer le thread, on va le mobiliser parfois pour une longue durée. Donc, c'est ça l'inconvénient de ce modèle. Ben, du coup, donc, quand on atteint la limite du thread, en fait, on ne peut pas avoir une infinité de threads quand vous avez un problème de montée en charge. Donc, vous avez beaucoup de clients qui se connectent en même temps. Donc, quand on atteint la limite, donc, quand on atteint la limite, eh bien, tout simplement, le service devient indisponible. C'est-à-dire que si un client tente de se connecter, donc, on ne peut pas traiter sa requête. Donc, ce qui va handicaper en fait les performances de l'application. Vous voyez donc, la gateway, c'est un élément très sensible. Le fait d'utiliser un modèle multithread comme ça, c'est pas vraiment, c'est pas une bonne, en tout cas, c'est pas une bonne solution. Alors qu'il y a d'autres modèles qui sont beaucoup plus performants et qui permettent donc d'exploiter, qui sont scalables verticalement, qui permettent d'exploiter au maximum les performances du serveur. Ben justement, c'est les modèles single thread avec des entrées-sorties non bloquantes. Alors, comme vous le savez, le premier qui avait introduit c'est-à-dire ce modèle, c'est Node.js, c'est-à-dire single thread avec des entrées-sorties non bloquantes. Mais il faut savoir, par exemple, dans Java, à partir de Java 7, donc en fait, il y a deux packages. Il y a Java Input Output, donc ça c'est un modèle qui gère les entrées-sorties d'une manière bloquante. Et vous avez plutôt le package Java New, c'est-à-dire New Input Output, qui permet de gérer les entrées-sorties d'une manière non bloquante. C'est-à-dire qu'à partir de Java 7, normalement, vous avez la possibilité de créer deux types de serveurs. Soit vous pouvez créer un serveur multithread avec des entrées-sorties bloquantes, ou bien un modèle single thread, c'est-à-dire avec un seul thread, on peut traiter plusieurs requêtes.
Alors souvent, en tout cas, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment pas l'objectif de la formation, plutôt du webinaire. Mais c'est important de, si vous voulez, donc j'ai quelques vidéos donc, dans lesquelles je détaille un petit peu, c'est-à-dire ce modèle. L'idée principale, c'est que quand vous choisissez une gateway, sachez qu'il y a Spring Cloud Gateway. Et Spring Cloud Gateway, donc en principe, il permet, il est basé sur Spring Web Flags et il est basé sur ce modèle single thread avec des entrées-sorties non bloquantes. Donc, ce qui fait qu'avec un certain nombre de threads qui sont limités, bon, tout dépend du nombre de processeurs que vous avez dans la machine. Donc, vous trouverez parfois une dizaine de threads ou bien 5 ou 6 ou une dizaine de threads, c'est suffisant pour traiter des milliers de requêtes en même temps. Donc, ce qui fait que ça augmente les performances. Donc, en tout cas, ce qui est plutôt conseillé, c'est dans une architecture avec Spring Cloud, bien sûr, c'est de ne pas hésiter, c'est-à-dire c'est d'utiliser de Spring Cloud Gateway. Alors, ensuite, quel modèle de communication pour les microservices? L'un, en fait, c'est-à-dire, si vous voulez faire communiquer les microservices, donc forcément, c'est quelque chose qui s'impose. Quand vous faites le découpage, c'est que vous êtes dans des applications distribuées. Quand on est dans des applications distribuées, il faut savoir comment faire communiquer ces applications. Donc, il y a deux modèles. Soit vous passez via des modèles de communication synchrone, comme par exemple une communication REST. C'est beaucoup SOAP, REST. Donc, globalement, c'est quelque chose qui est très, très, très utilisé. Donc, et justement, pour les microservices, quand vous travaillez par exemple avec Spring Cloud, bon, donc Spring offre donc REST template qui permet donc d'envoyer des requêtes et de récupérer des réponses HTTP, donc, notamment via, c'est-à-dire avec la norme REST. Mais il faut savoir également qu'il y a OpenFING, donc ça c'est quelque chose qui est très important, qui est intégré dans Spring notamment, et qui permet donc de faire communiquer facilement les microservices via REST, donc d'une manière déclarative. Donc, en quelque sorte, pour ceux, quand on est dans un microservice, on va se retrouver dans cette situation. Je pense que c'est intéressant un petit peu de regarder un peu ce qui se passe là. Vous avez la couche métier, donc vous avez la couche de la repository, donc la couche data, et le microservice, il a sa propre base de données. Alors, pour accéder à la base de données, donc il y a forcément, donc Spring Data, c'est le moyen le plus utilisé dans Spring pour accéder aux données de l'application, que ce soit relationnel ou non. Donc, c'est bien sûr Spring Data, il va s'appuyer sur GPA, Hibernate, JDBC. Donc, c'est-à-dire, vous avez dans Spring, vous avez Spring Data, c'est facile de chercher les données à partir de la base. Mais après, parfois, pour effectuer des traitements, vous avez besoin de récupérer des données qui sont gérées dans une autre base, qui sont gérées par un autre microservice. Alors, dans ce cas-là, la communication, forcément, de la couche service, vous passez via OpenFING pour communiquer via REST. Donc, vous envoyez des requêtes HTTP vers l'API du service qui va faire le traitement, qui utilise son repository, qui va accéder à sa base de données. Ces données relationnelles deviennent des objets. Après, par la suite, ils vont être convertis en format JSON et après, ils vont être envoyés vers l'application. L'application reçoit les données JSON, ils deviennent des objets qu'on va utiliser dans l'application. Alors ça marche. C'est quelque chose avec lequel on peut faire fonctionner une architecture microservice d'une manière très simple. Et d'ailleurs, le use case que je vous propose dans la démo, c'est un use case comme ça. Mais il faut savoir que le fonctionnement, si vous voulez, j'ai essayé un petit peu de schématiser un peu, c'est-à-dire ce modèle de communication. Donc, ce que j'ai ici, donc j'ai les deux microservices. Donc, vous avez le microservice donc, B et le microservice A. Alors ici, donc, je suppose que vous avez par exemple une requête qui arrive vers l'API A du microservice A, donc une sollicitation, une requête HTTP. Alors cette requête se vend et il fait appel à la couche service. La couche service va utiliser donc la couche de data, la couche DAO avec Spring Data par exemple. Et avec Spring Data, GPA, Hibernate, on va facilement communiquer avec la base de données. Par exemple, si c'est une base de données relationnelle, c'est du SQL, mais ça peut être également une base de données non SQL comme MongoDB. Et dans ce cas-là, donc, Spring Data donc, peut également communiquer avec d'autres SGBD autres que relationnels.
Donc ici, on récupère les données facilement. Ça, c'est quelque chose que vous savez faire souvent. Quelqu'un qui fait Spring souvent, avec Spring Data, c'est plus simple de gérer les données de la base de données. Mais après, parfois, la couche service, quand il récupère les données, il va faire des traitements. Il aura besoin de faire l'agrégation des données. Pour faire des traitements, parfois, il a besoin de récupérer des données qui sont gérées par un autre microservice. Alors maintenant, c'est quoi la solution? Maintenant, ce n'est plus Spring Data qui va être utilisé, mais c'est plutôt, donc, on va utiliser donc OpenFine. Et OpenFine, donc, comme Spring Data, si vous voulez, je représente toujours OpenFine, c'est à peu près, OpenFine va faire, si vous voulez, aux API REST, à l'accès aux API REST, c'est comme si vous utilisez Spring Data. C'est-à-dire, c'est facilement, avec des interfaces, on peut facilement, on crée de simples interfaces, on peut facilement communiquer avec des services, notamment du web service RESTful. Donc, avec OpenFine, donc, il va envoyer donc, une requête HTTP. Vous voyez, donc c'est bien. Tout à l'heure, c'était avec Spring Data, c'est des communications SQL vers la base de données. Avec OpenFine, donc c'est des requêtes HTTP qui vont être envoyées vers l'API. Et bien sûr, donc la Web API va faire les traitements du microservice, qui va utiliser sa propre couche data pour communiquer avec la base de données, récupérer les données. Là, ces données, ils vont être convertis en format JSON, ils vont être envoyés vers OpenFine qui va les désérialiser dans des objets et qui va les fournir à la couche service qui va compléter les traitements. Donc, qui va compléter les traitements pour donner la réponse. Alors ici, donc ça, je suppose, c'est un scénario qui est intéressant. Pourquoi? Parce que je vois bien que quand vous êtes dans une approche microservice, quand vous êtes dans le modèle de communication synchrone, notamment avec le REST, il faudrait savoir qu'à un moment donné, quand vos applications fonctionnent, c'est que parfois vous avez des communications REST. Alors ces communications, c'est des communications synchrones. Ça veut dire que si par exemple le microservice prend beaucoup de temps pour répondre, supposons c'est-à-dire si ses performances sont affectées, ben, tout simplement c'est que le service A également il va attendre. Parce que ici donc vous avez un temps de réponse. Alors maintenant ça va dépendre bien sûr c'est-à-dire de comment c'est-à-dire de la vitesse de communication entre les microservices. Mais en tout cas, donc ça c'est quelque chose qu'il faut mettre en place parce que parfois, quand on développe toute une application basée sur la communication REST, quand vous avez surtout un nombre important de microservices, alors vous allez voir que peut-être il faut mettre un point d'interrogation sur cette communication et se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen qui est beaucoup plus simple, qui est plus performant pour faire communiquer les microservices? Alors sans doute, vous allez penser à utiliser donc un modèle de communication asynchrone. Alors justement, pour faire le modèle de communication asynchrone, vous aurez besoin donc d'utiliser un broker. Aussi là, vous aurez besoin de mettre en place une solution, un broker, comme par exemple Kafka ou RabbitMQ. Bon, l'idée principale, c'est quoi? C'est que finalement, parfois, au lieu de faire une communication synchrone, les applications vont fonctionner d'une manière asynchrone. Bon, à chaque fois qu'une application veut partager des informations avec l'autre application, il va poster des événements, des messages, et après l'autre application, dès qu'elle reçoit les messages, elle va les traiter d'une manière asynchrone, et parfois donc ça permet donc de récupérer des données qu'il va les placer dans sa propre base de données. Donc ce que fait parfois pour faire des traitements, il n'y a pas forcément besoin de communiquer avec l'autre microservice, parce que les données dont j'ai besoin, ils sont déjà dans ma propre base de données, c'est-à-dire dans la base de données des microservices. Alors bien sûr, après, on va voir, pour implémenter son modèle, ben, il vous faut bien sûr respecter un certain nombre de patterns. Et justement, l'un des patterns d'architecture qui sont très utilisés pour mettre en place, c'est CQRS et Event Sourcing. Donc ça, j'aurai l'occasion de vous en parler. Justement, ça va être, c'est en fait, c'est l'objet de le prochain webinaire qui va être animé donc, pour voir comment mettre en place une architecture microservice en utilisant justement on va dire, les patterns, notamment CQRS et Event Sourcing, c'est très très important. Si vous cherchez, c'est quand vous êtes vraiment dans une application où vous voulez vraiment aller vers, on va dire, c'est l'idéal, c'est-à-dire aller vers des performances qui sont inégalables en tout cas. Donc, c'est également de jeter un coup d'œil sur comment mettre en œuvre donc, une telle architecture.
Bon, globalement, ça se passe comme ça, si vous voulez. Donc, ça, c'est pas de l'event sourcing. Je ne vais pas parler pour le moment. C'est pas l'objectif de la science. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez les deux microservices, le service A et le service B. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement? Vous avez un bus, vous avez un broker à travers des topics, on peut publier des messages et recevoir des messages. Et après, généralement, un service, quand il démarre, il va faire des subscribes vers des topics. Il va faire des subscribes pour créer ce qu'on appelle des event handlers, c'est-à-dire des écouteurs d'événements. Et une fois qu'il fait un subscribe, ça veut dire qu'il attend, s'il y a jamais une donnée qui arrive de ce service-là, il va la recevoir et après il peut la traiter. Donc, ce qui fait qu'au niveau du service, par exemple B, quand il y a par exemple une interaction, un événement utilisateur qui arrive vers l'application va faire des traitements. Et quand il fait les, supposons que vous avez une nouvelle donnée qui a été saisie par l'utilisateur, on va utiliser donc par exemple Spring Data, on va faire insert vers la base de données. On insère une donnée dans la base de données du microservice. Mais une fois qu'on va l'insérer, il se trouve que la donnée que j'ai insérée dans cette base de données, elle est importante pour ce service. Parce qu'en fait, ce service-là, il va écouter, donc il a besoin de, c'est-à-dire, c'est une manière de dire, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une donnée particulière qui s'ajoute dans la base de données B, ben, on voudrait qu'il soit ajouté dans la base de données du microservice A. Alors, comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, une fois qu'il met en place la donnée, ben, il publie des événements. Il publie des événements comme quoi il y a des données, il y a une donnée qui arrive, etc. Et cette donnée-là, elle est reçue dans le bus d'événements, dans le topic. Et après, comme le service A, il a un event handler qui n'est pas bloquant, dès qu'il y a un événement qui arrive, il récupère la donnée. Et après cet event handler, il peut utiliser encore Spring Data pour mettre la donnée dans la base, par exemple ici. Alors ça, c'est le meilleur moyen pour synchroniser les bases de données. Donc, dès qu'il y a une information là, le service A va disposer également de cette information. Alors, ce qui fait que la donnée elle est dupliquée. Mais vous savez qu'aujourd'hui, donc, la duplication, le stockage de données, ce n'est pas ce qui coûte cher pour les entreprises, pas ça mais plutôt donc, il y a d'autres aspects qui vont coûter trop cher. Et donc, ce qui fait que parfois, dans les architectures distribuées, si vous voulez vraiment chercher les performances, parfois, on a besoin d'un mécanisme qui permet donc de synchroniser les données entre les applications. Et justement, donc, via un bus d'événements, donc, on pourra donc mettre en place une solution comme ça. Donc, ce qui fait que, par exemple, quand il y a un client qui sollicite l'application, le service A, pour une donnée particulière, ben, tout simplement, il va utiliser donc, le service, il appelle la couche data. La couche data fait une requête vers la base de données. Ben, il récupère directement la donnée. Alors, vous voyez ici, donc, je n'ai plus besoin, par exemple, la couche service n'a plus besoin de communiquer avec REST, avec un autre service, d'attendre la donnée, parce qu'en fait, la donnée, elle est déjà préparée, elle est synchronisée dans la base de données. Alors ça, mais si vous voulez mettre une solution qui est beaucoup plus performante de ce type-là, donc vous avez besoin, donc vous aurez besoin, donc il y a des patterns d'architecture, et comme je disais, donc le meilleur, c'est d'utiliser donc event sourcing et CQRS qui va apporter beaucoup de qualité à votre application. Donc on aura peut-être dans un autre webinaire l'occasion, c'est pas peut-être, Inch'Allah sûrement, parce que c'est déjà planifié pour le 16 juillet. Donc, je vais tout à l'heure partager avec vous le lien et on aura l'occasion de voir comment implémenter ce modèle. Alors, donc ça c'est, si vous voulez, le challenge de la communication. Est-ce que vous allez faire la communication synchrone ou bien la communication asynchrone? Alors forcément, vous aurez besoin de faire les deux dans les architectures. Il y a des scénarios dans lesquels on va opter pour la communication synchrone. Il y a d'autres scénarios pour lesquels on va opter pour la communication asynchrone. Alors si vous voulez vraiment l'idéal, c'est que tout se passe d'une manière asynchrone. Et parfois, c'est-à-dire c'est un peu compliqué c'est pas compliqué, mais parfois on n'a pas besoin vraiment de mettre tout en mode asynchrone. Dans la majorité des cas, donc vous aurez besoin de maîtriser les deux modèles. En tout cas pour les ingénieurs logiciels que vous êtes, j'imagine. Donc vous aurez besoin de maîtriser ce modèle-là. C'est pour cela que je vais faire une démo sur ce cas-là, ce use case. Et j'aurai l'occasion dans un autre webinaire de faire une démonstration sur ce use case-là, donc ce qui va vous permettre de comprendre les deux et après de pouvoir les intégrer.
Alors après, il y a également un challenge au niveau sécurité. Donc, pour la partie sécurité, alors d'habitude dans les applications monolithiques, du moment que vous avez une seule application, ça veut dire que en fait dans l'application vous faites le système d'authentification. Une fois qu'un utilisateur est authentifié, eh bien, le serveur crée la session. Bon, la session, ça se passe au niveau de la mémoire du serveur. Et après, par la suite, à chaque fois qu'il y a une requête avec le session ID, on peut facilement donc savoir est-ce que l'utilisateur a le droit d'accéder à telle fonctionnalité ou pas. Donc souvent, c'est un modèle qu'on peut mettre en place d'une manière assez simple. Donc, quand vous êtes dans une architecture microservice, il faut également connaître les standards. Quelle est la meilleure solution, quelle est la solution la plus appropriée pour mettre en place, plutôt pour sécuriser donc, les architectures basées sur les microservices. Alors, il faut juste rappeler que vous avez en fait deux modèles d'authentification. Il y a ce qu'on appelle le modèle stateful et le modèle stateless. Alors, le modèle d'authentification stateful, donc c'est un modèle, c'est-à-dire les données de la session sont enregistrées côté serveur. Bon, généralement, c'est ce qui est utilisé pour les applications monolithiques dans la majorité des cas. En fait, vous n'avez pas besoin de faire autre chose. C'est plus simple d'utiliser, c'est-à-dire il y a une session qui va être créée au niveau serveur et après, le client, on va lui donner que le session ID, souvent en utilisant les cookies. Mais après, ce modèle-là, stateful, vous allez voir, c'est pas vraiment adapté parce que pour les microservices, c'est vraiment c'est pas le modèle à utiliser en tout cas. Donc, je vais vous le montrer. C'est pour cela qu'il y a le modèle stateless. Alors, stateless, c'est que les données de la session sont plutôt enregistrées dans un token. Donc, c'est-à-dire la session elle est enregistrée dans un token, comme par exemple JSON Web Token, JWT. Et après, ce token il est délivré au client. Donc, ce qui fait qu'avec ce mécanisme d'authentification stateless, la session n'est pas enregistrée côté serveur, mais elle est gérée dans le token et qui va être délivré au client. Donc, ce qui fait que ça va faciliter beaucoup la sécurisation des applications distribuées. Donc, je vous rappelle juste le modèle de communication stateful, comment ça marche. Donc, vous avez un client web, un browser, vous avez un serveur web et une base de données par exemple. Alors souvent, l'utilisateur commence par s'authentifier, il va saisir un username et un mot de passe. Alors par la suite, donc, le serveur souvent il a besoin de communiquer avec la base de données. Pour savoir si l'utilisateur existe, il compare le mot de passe, si le mot de passe est bon, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un check password. Et après, les copier-coller, il y a toujours des choses qui manquent. Le check, je l'écris toujours. Alors, en tout cas, quand il fait la vérification des mots de passe, ben, il crée la session. Au niveau de la mémoire du serveur, il va créer la session. Et dans la session, il va placer les informations sur la session de l'utilisateur, notamment username, les rôles de l'utilisateur, est-ce que c'est un user, c'est un admin, etc. Donc, les données vont être placées dans la session. Et après cette session-là, comme il est stocké dans la mémoire du serveur, il y a un session ID qui va être généré. Souvent, c'est un UID qui va être généré. Et ce numéro de session qui est unique, ben, il va être envoyé au client via sous forme d'un cookie. Et après, par la suite, le client va enregistrer donc le session ID dans les cookies. Une fois qu'il est enregistré, même, vous savez, le protocole HTTP, c'est une fois que la réponse arrive, donc il y a une déconnexion. C'est-à-dire, et la prochaine fois, c'est-à-dire une fois que la connexion est fermée, la prochaine requête que vous envoyez automatiquement, le browser va envoyer le session ID. Et à chaque fois que vous envoyez le session ID, le serveur il peut facilement savoir dans la session, est-ce que la session est toujours ouverte? S'il est ouverte, il peut savoir de qui il s'agit. Et après, il peut savoir est-ce qu'il va permettre d'effectuer l'opération ou pas. Et il va laisser, il va faire les vérifications des autorisations. S'il a le droit de faire cette opération, il le fait, il le sait passer, sinon il va retourner. Donc, globalement, ça c'est le modèle d'authentification stateful, qui est souvent le cas classique dans les applications monolithes. Donc, ça, pour les applications monolithes, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais si vous cherchez à faire ça pour les microservices, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que ça, c'est les sessions. Alors, comment partager les sessions à tous les microservices? Donc, si vous avez les sessions sont stockées dans le serveur qui fait l'authentification, donc vous aurez besoin de partager les sessions à tous les microservices. Et dans ce cas-là, vous aurez besoin de faire appel à des solutions comme par exemple un cache mémoire distribué
Il y a des solutions comme Hazelcast, par exemple, qui est utilisée pour mettre facilement en place un cache mémoire distribué, ou encore un cache mémoire partagé. Donc, c'est-à-dire, c'est un coût. Vraiment, c'est pas l'idéal, en tout cas pour ces applications. Et en même temps, ça va poser un problème en termes de scalabilité. Donc, il y a pas mal de choses qui vont être posées. Alors, c'est la raison pour laquelle, plutôt, souvent, il y a l'authentification stateless. Alors, pour le modèle d'authentification stateless, plutôt, on est dans ce scénario. Vous avez un client qui va bien sûr poster son username et son mot de passe vers le serveur. Le serveur va bien sûr la même chose, il va chercher si l'utilisateur existe, il va comparer le mot de passe. Et quand il compare le mot de passe, c'est bon. Alors cette fois-ci, il ne va pas créer une session, mais il va générer un token. Bon, parmi les tokens les plus utilisés, c'est JSON Web Token. Et dans le token, c'est une chaîne de caractères au format JSON dans laquelle on va trouver username, les rôles. Et après, c'est un token qui est signé numériquement. Il y a une signature numérique qui fait que ce token-là, une fois qu'il est signé, ben, on peut lui faire confiance. Il y a un mécanisme de cryptologie, de cryptographie donc, qui est utilisé et qui permet donc de vérifier la signature du token par n'importe quelle application. Alors donc, ce qui fait que, en fait, finalement, ce qu'on envoie au client, ça peut être une application mobile, ça peut être maintenant une application web, ça peut être une application desktop, pas obligatoirement un browser. Et donc, je récupère le token JWT qui va être enregistré quelque part en local storage ou dans le contexte de l'application front-end. Et après, par la suite, chaque fois que j'envoie la requête, ben, j'envoie donc le token souvent dans un header authorization. Une fois qu'il est envoyé, le serveur, ce qu'il fait, et à chaque fois qu'il récupère le token, il va d'abord vérifier la signature du token. Bon, maintenant, l'application qui va vérifier la signature, ce n'est pas forcément le même microservice. Ça veut dire que vous avez un microservice qui a authentifié l'utilisateur et qui a délivré le token, mais cette requête-là, il va vers un autre microservice. C'est-à-dire ça peut aller vers un autre microservice. Ce n'est pas représenté ici dans le diagramme de communication. Dans n'importe quel microservice, il a un mécanisme tout simplement avec le principe de public key, parfois de la clé publique qui est utilisée pour signer le token. On peut facilement vérifier la signature du token. Une fois qu'on vérifie la signature, on lui fait confiance. Et à partir du token, on peut récupérer les informations sur l'utilisateur. Parce que dans le JWT, on retrouve donc toutes les informations, username, le rôle, et toutes les informations qui concernent la session de l'utilisateur. Et du coup, donc, via des outils comme Spring Security, on peut facilement faire ce genre de choses. Et si tout se passe bien, donc on va, c'est-à-dire s'il a le droit d'effectuer l'opération, on le laisse. Sinon, on va générer souvent une erreur. Donc, pour mettre en place ce mécanisme d'authentification, c'est-à-dire si vous êtes dans une architecture soit monolithique ou bien microservice, à mon avis, donc déjà, monolithique, vous avez le choix entre les deux, mais de préférence d'aller vers l'authentification stateless. Mais pour les architectures microservices, bon, il ne faut pas se poser la question. Et il faut plutôt donc utiliser un modèle d'authentification de type stateless. Alors, pour mettre en place donc un modèle d'authentification stateless pour sécuriser l'ensemble des microservices de l'architecture, ben, vous aurez besoin il faut connaître Spring Security, bon, il faut connaître les standards, c'est très important, notamment le standard O2. Il faut connaître, faut avoir des informations sur JSON Web Token. Il faut connaître c'est quoi un JWT, qu'est-ce qu'il contient. Il y a également des standards, des protocoles comme OpenID Connect, donc ça c'est quelque chose à connaître également. Et si vous souhaitez déléguer donc toute la partie sécurité et la gestion des autorisations à un outil qui fait tout ce travail-là, il y a des solutions qui existent, notamment on peut citer le cas de Keycloak. C'est un outil qui permet de rapidement, sans écrire, pratiquement quasiment sans écrire du code. Il y a quelques parties du code à écrire. Donc pour pouvoir facilement sécuriser l'accès à toute une application distribuée, notamment basée sur les microservices. Alors, mais par contre, si vous ne voulez pas utiliser un outil qui fait ce travail, vous voulez créer votre propre outil qui respecte notamment plutôt le standard O2 et OpenID Connect avec JWT. C'est très simple également. Peut-être dans un autre webinaire, on aura l'occasion de parler comment mettre en place des solutions comme ça.
Et avec Spring Cloud OAuth, par exemple, avec Spring Sécurité, on peut mettre facilement un serveur d'autorisation facilement qui permet de régler ce problème sans parfois avoir besoin d'utiliser un outil comme Keycloak qui, en tout cas pour le choix, souvent, bien sûr, la partie sécurité, c'est très très important pour les entreprises. C'est vraiment une partie très sensible pour les clients. Ben, il faut les convaincre, il faut vraiment les rassurer. C'est que quand vous utilisez des standards, notamment O2, JWT, OpenID Connect, si vous respectez ces standards, ben, tout le monde connaît déjà ces normes, ces standards. Ben, du coup, donc, vous avez plus d'arguments pour les clients de l'entreprise. Mais par contre, si vous utilisez des techniques que vous créez vous-même sans respecter des standards, alors souvent, il y a des blocages, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des failles de sécurité qui sont laissées dans vos applications et surtout, on ne joue pas avec la sécurité. Donc, moi, en fait, en fait, donc, ça vous donne un petit peu un flashback sur la partie le challenge de la sécurité. Mais je pense que ça serait bien donc de peut-être si on a l'occasion de faire un webinaire sur la partie donc la mise en place de ces solutions d'authentification notamment sur comment mettre en place par exemple un service d'autorisation avec Spring Cloud O2. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. La même chose, il n'y a pas beaucoup de code à écrire. C'est ce qui est bien avec Spring, c'est que tout est facile à mettre en place. Mais par contre, il y a beaucoup de connaissances qu'il faut avoir pour comprendre tout ce qui est manipulé. Parce qu'en fait, la sécurité, ça englobe, comme je disais, donc pas mal de choses, bah, y compris le protocole HTTP. Parce que souvent, ce que je constate souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'ingénieurs logiciels ou de développeurs, parfois c'est-à-dire, on va dire, qui cherchent un petit peu à monter en compétence sur la partie sécurité, les modèles de comment sécuriser les applications, mais on oublie la base. La base, c'est le protocole HTTP et HTTPS. Pour ces protocoles-là, il faut absolument les connaître. Parce que c'est pas compliqué, mais vous prenez du temps pour bien connaître le protocole HTTP et HTTPS. Donc ça, c'est des fondamentaux, en tout cas pour tout ce que vous manipulez à ce niveau-là. Et ça facilite souvent la compréhension donc, des architectures qui sont basées souvent sur le protocole HTTP. Alors après, il y a une autre question vraiment qui est très importante, c'est comment faire avec mes données. Alors quand vous optez pour l'architecture microservice, c'est que la première question, notamment avec le client, quand vous lui dites, je vais opter pour l'approche microservice, chaque microservice a sa propre base de données, ben, il va vous dire stop. Alors comment? Je ne veux pas, moi, avoir plusieurs bases de données, je veux une seule base, parce que je veux une seule base de données, je voudrais que toutes mes données soient stockées dans une base de données unique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est-à-dire, parce qu'en fait, la data, c'est la partie la plus importante d'une architecture de l'application. Ben, les données, il faudrait souvent, c'est-à-dire, il y a des équipes de data qui font du BI, de la data analysis, donc, c'est-à-dire les données, il y a plusieurs équipes qui utilisent les données. Donc, ce qui fait que quand vous optez pour une architecture microservice avec plusieurs bases de données, ben, le client, il vous dit, en fait, ça, c'est pas recevable. On voudrait passer vers une unique base de données. Et ça c'est, à mon avis, le premier problème qui va être rencontré. Et souvent, si vous ne cherchez pas, si vous ne savez pas, ça c'est bien, si vous ne savez pas qu'il y a des solutions, notamment parce que après, vous allez voir, si vous travaillez avec le pattern event sourcing et CQRS, vous pouvez bien garder votre architecture comme ça, et les bases de données séparées, vous pouvez régler tous les problèmes et en plus même, vous pouvez mettre en place une base de données qui est globale, qui contient toutes les données de l'application, c'est-à-dire en parallèle. Donc, ça, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, comment ça se fait? Donc, la question qui se pose, comment faire avec mes données? Où se trouvent mes données? L'équipe data, ils ont besoin d'une seule base de données pour pouvoir récolter les données, pour faire des analyses, etc. Alors, ce qui fait que la solution la plus simple qui vient en tête, c'est de dire, bah, on va garder l'architecture microservice, mais on va utiliser une unique base de données. Alors, il y a beaucoup d'applications basées sur l'architecture microservice qui sont déployées en production partout dans le monde qui utilisent ce modèle-là.
c'est-à-dire avec une base de données unique. C'est une solution très simple, c'est que finalement, tous les microservices, ils vont communiquer via une seule base de données. Alors, donc ça, c'est un modèle qui semble plus simple à mettre en place, en tout cas pour gérer les données pour le client, pour centraliser les données. Mais il y a des contraintes également. Alors, c'est quoi les contraintes? C'est que finalement, on oublie que on part vers une architecture microservice, c'est pour les performances, c'est pour la scalabilité, c'est-à-dire avoir des systèmes distribués performants. L'idéal, c'est d'être dans cette architecture-là, parce que quand vous êtes dans ces architectures, chaque microservice a sa propre base de données, c'est plus facile de faire de scaler c'est-à-dire l'architecture, les performances, parce que les traitements souvent, ils vont faire à des petites bases de données, et souvent, quand on cherche des données dans des petites bases de données, c'est plus rapide. Alors que quand vous êtes dans une base de données unique, souvent, au fil du temps, vous allez avoir des bases de données qui contiennent beaucoup de données. Et dans la majorité des cas, quand les gens partent sur des SGBD relationnels, c'est qu'ils persistent toujours, ils veulent toujours rester dans le relationnel, même s'ils sont dans un état c'est-à-dire de stockage qui est important, qui justifie parfois le passage vers des SGBD non SQL ou vers l'écosystème Big Data. Mais on reste toujours là. Et quand on reste dans une grande base de données, c'est on est pénalisé en termes de performance. C'est-à-dire que parfois, il y a des requêtes qui sont envoyées pour chercher des données. Forcément, donc, on va se balader sur une grande base de données. En termes de performance, c'est pas bon. Et en même temps, en termes c'est-à-dire de réplication. C'est-à-dire quand vous avez des données pour les systèmes de réplication, bien sûr, vous pouvez vous appuyer sur le système de réplication du système de gestion de base de données, mais avec, en tout cas, utiliser une seule base de données, c'est une solution plus simple, ça marche, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'architectures qui sont mises en place et qui marchent bien. Ça peut sembler même simple, mais ce n'est pas l'idéal. Alors, c'est quoi l'idéal? L'idéal, c'est de rester comme ça. C'est-à-dire de dire finalement, je ne vais pas avoir une seule base de données. Vous allez expliquer à votre client pourquoi, chaque microservice, il a sa propre base de données. Il n'y a pas de problème, je sépare les données. Mais après, pour l'équipe data, alors si vous utilisez par exemple le pattern event sourcing, par exemple, et bien, tout simplement, vous allez mettre en place un bus, c'est-à-dire un broker. Et bien, encore, c'est le broker qui va régler le problème. Ben, vous créez tout simplement votre application. Vous avez un broker, vous dites au microservice, à chaque fois qu'il y a un microservice qui enregistre une donnée dans la base, il va poster un événement, il va publier un événement sur le bus, le bus d'événements. Et du coup, donc, vous avez quelque part, vous allez développer une application séparée, un microservice, qui va créer donc des handlers, qui va créer des écouteurs sur les événements qui sont publiés. Et après, cette application-là, qu'est-ce qu'elle fait? Chaque événement qui est publié, ben, il prend les données, il va les stocker dans la base. Donc, ce qui fait que on va se retrouver ici vers quelque chose c'est idéal. Pourquoi? Parce que là, je peux avoir une base de données ici relationnelle parce qu'elle est adaptée à cette problématique. Là, j'ai ici une base de données non SQL. Peut-être ici, j'ai même un fichier XML ou je ne sais pas. C'est un petit microservice qui utilise. Donc, c'est-à-dire, chaque microservice peut utiliser le système de stockage approprié. Et souvent, c'est des petites bases de données qui peuvent être répliquées. Parce que si vous répliquez le microservice dans un conteneur, souvent, donc dans un conteneur, c'est un peu plus simple c'est-à-dire de répliquer ou bien de démarrer le conteneur en plusieurs instances, ce qui permet donc de garantir que même s'il y a une instance qui tombe en panne, on ne perd pas les données, etc. Donc, on retrouve donc les données qui sont distribuées, mais par contre, vous avez ici un event handler qui va vous garantir que toutes les données, pour l'équipe data par exemple, il y a un handler qui va stocker les données sur une base de données unique. Donc, ça veut dire finalement, c'est-à-dire le client, vous lui dites, si tu veux tes données, ils sont là. Et si, par exemple, tu veux tes données en format relationnel avec Oracle, parce que là, tu fais confiance qu'à Oracle, etc. Donc là, tu auras ta base de données Oracle, etc. avec toutes les données qui sont gérées. Et si tu veux, par contre, une autre base de données, par exemple, pour un moteur de recherche, par exemple, je ne sais pas, par exemple, pour Elasticsearch, vous pouvez encore faire la même chose. Vous créez un autre handler qui permet de préparer les données
sur un autre format. Donc finalement, vous avez des solutions, notamment avec via le passage via des brokers. Souvent, c'est plus simple de mettre en place des solutions comme ça. Alors après, comment le faire? Comme je disais, donc il faudrait justement voir comment mettre en œuvre les patterns CQRS Event Sourcing. Alors juste rappel, en fait, ça c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas tarder. CQRS, c'est command query responsibility segregation, c'est-à-dire en fait c'est un pattern qui va se baser sur un principe. Il vous dit on va séparer le bus c'est-à-dire le bus d'écriture et le bus de lecture. C'est comme si vous dites je vais écrire sur une base de données, mais je vais lire sur une autre base de données. C'est-à-dire séparer la base d'écriture et la base de lecture. C'est séparer les deux flux. Quand j'écris, j'ai ce qu'on appelle le bus de commande qui me permet d'écrire et de mettre à jour les données. Et après, pour lire les données, donc, je peux utiliser donc, un autre flux de lecture, c'est la partie query. Et donc ça, c'est séparer carrément les responsabilités. Et ça, c'est vraiment, ça apporte beaucoup d'avantages. On aura l'occasion d'en parler. Et après, Event Sourcing, lui, c'est un pattern qui va tout simplement consister à ne pas enregistrer uniquement le dernier état de votre application dans la base de données, mais plutôt c'est enregistrer tous les événements qui se sont produits dans votre application et qui permettent de retrouver l'état de votre application, l'état de l'application dans la base. Avec le mécanisme de Event Sourcing, à n'importe quel moment donné, vous pouvez rejouer les événements et vous retrouvez votre base de données, pas uniquement à l'instant, mais vous pouvez par exemple dire je veux l'état de ma base de données le mois dernier, ou peut-être l'année dernière, ou hier, ou avant-hier. Tout simplement, avec le mécanisme de Event Sourcing, vous avez quelque chose de très important, c'est-à-dire enregistrer la séquence des événements qui permettent d'amener votre application dans cet état. Alors ça, c'est entre parenthèses, c'est une thématique qui est très intéressante à mon avis, donc pour quelqu'un qui s'intéresse vraiment aux architectures, que ce soit monolithique, parce qu'en fait, même au niveau des applications monolithiques, on peut appliquer bien sûr ces modèles, mais particulièrement pour les microservices, parce que ça permet de résoudre vraiment pas mal de problèmes pour ce genre d'architecture. Alors, voilà, je le disais tout à l'heure, j'ai un slide ici. Ben justement, c'est en fait le Adria Business and Technology. Donc, il organise un événement dans cette thématique, c'est-à-dire le vendredi 16. Donc, je suis invité donc, à animer donc, un événement concernant comment mettre en place les architectures microservices distribués modernes en se basant justement sur les patterns d'architecture, le CQRS, Event Sourcing, en utilisant Spring Cloud, et il y a un framework qui s'appelle Axon. Axon Framework, en fait, c'est l'une des solutions, parce qu'en fait, si vous voulez mettre en place, vous voulez implémenter les patterns CQRS et Event Sourcing sans passer via des frameworks, c'est-à-dire directement vous mettez en place votre broker Kafka et vous commencez à gérer ça vous-même, c'est vraiment, c'est-à-dire vous devrez vous réveiller très tôt parce que c'est-à-dire il y a beaucoup d'efforts à faire, en tout cas pour ne pas tomber dans des petits problèmes, notamment de synchronisation, des problèmes transactionnels, il y a des problèmes classiques qui peuvent être rencontrés. Mais par contre, le fait d'utiliser des frameworks, par exemple comme Axon Framework, donc ça permet de régler ce genre de problème. Alors en tout cas, donc, je vous invite en tout cas donc, pour les gens qui ont suivi en tout cas cette conférence, c'est très intéressant de voir la suite. Et la suite, justement, ça serait bien de savoir comment mettre en place une architecture CQRS et Event Sourcing. Alors, donc, je pense que maintenant, ça, c'est les concepts. Donc, j'ai parlé de l'architecture. Alors maintenant, en fait, je ne sais pas en tout cas combien de temps, où est-ce que j'en suis. Alors, je vais passer à la démo. Donc, le use case, donc je vais juste présenter le use case que je vais faire. Et juste avant de commencer la démo, donc je vais peut-être faire un break, donc juste pour prendre un petit café. Et donc, on va regarder un petit peu le temps qui reste comme ça. En tout cas, donc c'est quoi l'idée c'est-à-dire le modèle à mettre en place.
Donc, l'exemple, c'est de créer en fait deux microservices. Alors, à mon avis, pour quelqu'un qui veut vraiment, qui veut monter en compétence à ce niveau-là, ça, c'est un très bon exemple. C'est largement suffisant. Dans cet exemple-là, on va essayer de respecter toutes les bonnes pratiques. Hein, toutes les bonnes pratiques, pratiquement. En fait, je dis bien toutes les bonnes pratiques, mais c'est un peu beaucoup de dire, mais en tout cas, c'est la bonne partie des bonnes pratiques, on va les respecter dans ces exemples-là. Donc, on va créer deux microservices. Un microservice qui permet de gérer donc des clients. On va appeler donc Customer Service. Et après, il y a un microservice dans lequel on va gérer des factures, le service de facturation. Alors, comme vous voyez donc dans cette architecture, donc on aura bien le microservice, il y aura sa propre couche data. Donc, il y aura Customer Repository, Customer Service, donc ça c'est sa couche métier, sa propre base de données, c'est des bases de données séparées. Il y a un petit retour, je ne sais pas si vous pouvez désactiver votre microphone, s'il vous plaît. Alors, donc, il y a une base de données CustomerDB donc, qui va être utilisée. Alors, bien sûr, donc, dans cette architecture, on va créer une entité GPA qui est Customer. Et également, on va créer Customer DTO parce qu'en fait, comme je disais, donc, on va utiliser également la couche DTO. On va utiliser Mapstruct pour faire le mapping entre les entités et les DTO. Il faut voir comment le faire. C'est quelque chose d'important. Et en même temps, on va faire l'architecture pour Billing Service, c'est pareil. Donc, il y aura donc plutôt, donc, c'est pas Customer ici, c'est Invoice, Invoice DTO. Et après, ici, donc, la communication se fait via REST, Fine. Et voilà, donc, globalement, alors pour mettre en place ça, donc, je vous montre également comment mettre en place la gateway et comment mettre en place donc Discovery Service et comment faire fonctionner l'application. Après, il ne restera qu'à mettre en place une solution front-end. Mais avant la partie frontale, peut-être voir comment sécuriser avec un standard O2. Et ça serait vraiment parfait pour maîtriser déjà ce concept. Alors, au niveau de l'architecture, alors je vais regarder un petit peu, il est 21h30 chez nous, en tout cas. Alors, juste au niveau de l'architecture, alors qu'est-ce qu'on va voir? Bon, ça c'est j'ai un petit peu découper un peu les différents éléments de l'architecture. Donc, c'est-à-dire ce qu'on va faire, c'est ça. C'est que dans le Customer Service, on va créer d'abord l'entité Customer. On va créer donc Customer Repository. Ça, c'est du Spring Data. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Alors, bien sûr, Customer Repository, il va se baser sur Spring Data. Comment on va utiliser une base de données relationnelle? Donc, on va utiliser donc, Spring Data GPA. GPA, c'est une spec qui est pour le mapping objet relationnel. Bon, comme d'habitude, on utilise Hibernate comme implémentation et la communication se fait via GDBC. Alors ensuite, on aura besoin de créer donc les DTO. Alors comme je disais, donc, parmi les bonnes pratiques, c'est de ne pas utiliser les entités GPA dans vos contrôleurs. Premièrement, parce que les données que vous manipulez dans la partie UI, souvent, ce n'est pas toujours les mêmes, toutes les données que vous avez dans les entités. Parfois, vous avez des entités qui contiennent une vingtaine ou une cinquantaine d'attributs. Mais après, pour votre requête, vous n'avez pas besoin de sérialiser ou vous n'avez pas besoin de mettre toutes les données dans la réponse. Donc, ce qui fait que vous aurez besoin, en quelque sorte, à un moment donné, de prendre les données des entités GPA et de les stocker dans des objets, notamment. Ici, on va créer, en fait, dans la partie DTO, on va créer Customer Request DTO et Customer Response DTO. Donc, Customer Request DTO, donc ça, c'est les données qui vont venir à partir de la requête. Et après, Customer Response DTO, donc c'est les données qu'on va fournir dans la réponse HTTP. Alors, bien sûr, pour faire maintenant le mapping entre les entités GPA et les DTO, on va utiliser donc Mapstruct. Donc, c'est juste le fait d'écrire une simple interface. Ça vous permet de faire cette conversion facilement d'un objet. Vous lui donnez, on va créer en fait une méthode qui permet de recevoir l'objet Customer. Ça donne un Customer DTO. Il y a une autre méthode, on va lui donner Customer Request DTO, il vous donne un objet Customer. C'est-à-dire, c'est le mapping entre les objets métiers et les objets UI, en quelque sorte. C'est les objets qu'on va manipuler au niveau de la couche contrôleur. Alors, bien sûr, donc, il y aura la couche service.
Et la couche service, donc on aura une interface et une implémentation, ça fait partie des bonnes pratiques. Alors la couche service, c'est la couche service qui va utiliser MapAbstract pour faire, c'est-à-dire ce mapping entre les objets, les entités et les DTO. Et après, il y a le contrôleur. On crée le contrôleur, c'est un REST contrôleur. Bon, généralement, les requêtes HTTP, chaque requête, ça va entraîner donc Customer Controller, il fait appel à la couche service qui va faire des traitements. Et quand il fait les traitements suivants, qu'est-ce qu'on fait? Ben, les données, on récupère les données des DTO. Donc la couche, plutôt la couche, plutôt vous avez des DTO, on va les fournir, les DTO, on va les fournir à la couche service. Là, il va les convertir en entités. Là, il va utiliser MapAbstract. Il fait les traitements parce qu'il a besoin de gérer la persistance avec Spring Data, Customer Repository. Il fait le traitement, donc c'est comme ça que ça se passe. Et après, c'est la même chose ici. Okay, on va faire, on crée donc l'entité GPA invoice. Alors là, en quelque sorte, vous avez ici, donc, nous aurons une base de données qui permet de stocker la base de données de facturation, si vous voulez, c'est pareil. Mais je sais très bien que pour, par exemple, afficher une facture, j'ai besoin des informations sur le détail du client. J'aurai besoin du nom du client et des informations, mais toutes ces données-là concernant le client, ils se trouvent dans c'est un autre microservice qui les gère. Donc, ce qui fait qu'on va se retrouver dans une situation où vous avez une entité invoice qui est liée à un objet customer, mais sauf que cet objet customer, c'est un objet qui n'est pas persistant, c'est-à-dire que ce n'est pas une entité GPA. Donc, ce qui fait que ici, donc, c'est un objet qu'on va créer, une classe customer, qui va être utilisée, c'est pour stocker les données qu'on va récupérer à partir d'une autre base de données, ici, donc, qui vont être fournies par ce service. Donc, pour persister donc, la facture, donc, on va utiliser Invoice Repository. Le mécanisme, on aura toujours Spring Data, GPA, Hibernate, donc pour faire la persistance. Et après, bien sûr, pour pouvoir accéder, parce qu'en fait, à un moment donné, la couche service a besoin d'accéder, de communiquer avec le service Customer Service, c'est pour récupérer des informations sur le client. Donc ici, on va utiliser OpenFIND. C'est une interface qu'on va appeler Customer REST Client, qui permet donc de faire, donc justement, à un moment donné, d'envoyer des requêtes vers l'autre service. Bon, c'est pareil, on aura les TTO. On aura donc le Invoice Mapper, c'est pour faire le mapping entre les DTO et les objets, les entités. Et après, donc, il y a Invoice Service, il y a l'implémentation du service, les traitements, il y a le contrôleur. Alors, le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Alors, quand il y a une requête, en fait, qui arrive vers le contrôleur, par exemple, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut afficher une facture. Et pour afficher une facture, donc, on va faire appel au service. Le service va faire appel à quoi? Bon, il va d'abord aller vers la base de données pour récupérer les informations sur la facture. Mais cette facture-là, bon, dans la base de données, on n'a que le Customer ID. Donc, du moment qu'on a besoin de faire l'agrégation des données, c'est-à-dire récupérer, je vais enrichir les données avec les données du customer. Donc, ce qui fait qu'ici, on va utiliser donc OpenFIND, cette interface-là, qui va permettre de communiquer, d'envoyer des requêtes REST vers Customer Controller pour récupérer les données sur un client. Donc, je récupère les données de JSON, ils sont stockés dans Customer, et après, je peux associer l'objet à cette entité. Et avec ça, donc, on peut donner donc plutôt le résultat au client. On peut lui donner toute une facture en format JSON complète. Bon, ça, c'est un cas que je sens qui est intéressant. Et bien sûr, parmi les bonnes pratiques, c'est quand vous créez des API REST, il faut documenter. Il faut utiliser donc, il faudrait, vos API REST, il faut qu'ils soient documentés, notamment avec, donc dans ce cas-là, vous utilisez Swagger ou OpenAPI. Justement, dans la démo, donc, je vais vous montrer comment mettre en place, donc, c'est très simple, c'est quelque chose qui se fait facilement dans Spring, quelles sont en fait, les bonnes pratiques aussi pour mettre en place la documentation des API, notamment en utilisant Swagger ou bien OpenAPI. Alors voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire. Alors maintenant il faut le faire. Pour le faire, en principe, j'ai anticipé parce qu'en fait j'ai ici donc pratiquement les slides avec tout le code. Tout ça je l'ai déjà fait. Il n'y a pas beaucoup de code comme vous allez voir.
mais il se peut, bon, en fait, le temps que peut-être qu'il reste. Alors tout ça, on va montrer par la suite comment faire tout ça. Mais en même temps, donc le code source, donc je le partage, je l'ai partagé dans un repository que je vais partager avec vous. Et après, donc pour vous, donc ça va être plus simple de dire, voilà, déjà, ça c'est la base. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui veut monter en compétence dans ce domaine. Ça c'est vraiment l'idéal. L'idéal, c'est de commencer par ça parce que non seulement ça vous montre comment créer les microservices, mais ça vous montre tout simplement comment créer aussi une application monolithique. Parce qu'en fait, un microservice, c'est une application monolithique. C'est-à-dire, après, si vous respectez les bonnes pratiques dans un microservice, bah, automatiquement, vous pouvez, si vous dites que votre application, ce n'est pas microservice, d'ailleurs, ça, on va en parler, parce que ce n'est pas toujours euh, une bonne chose de se précipiter vers l'architecture microservice, parce que parfois, vous restez dans l'architecture monolithique, ça répond bien donc aux besoins, mais quand est-ce que, comme je disais, quand est-ce qu'on aura besoin de migrer vers une architecture microservice quand réellement on a des arguments qui sont bien justifiés. Alors si les arguments ne sont pas, les ingrédients ne sont pas là, qui est notamment le problème de performance, la scalabilité, tout ce qui va avec, si tous les moyens ne sont pas réunis, donc ben, tout simplement, on est toujours dans cette même logique. C'est-à-dire, finalement, au lieu de créer plusieurs microservices, vous créez un seul microservice et ça va éliminer un petit peu des choses comme OpenFlyIn. Bon, à la rigueur, vous n'aurez plus besoin. Mais par contre, le reste, tout le reste, c'est le même. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très clair. Très clair. Merci. Oui, Alors, monsieur. Oui, Très monsieur, clair. très clair. alors, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, donc normalement, on va faire une pause. Je sais pas. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on prend une pause et on verra donc en fonction de vos interactions, voir peut-être peut-être on va répondre à quelques questions d'abord qui sont posées et après on passe à l'implémentation ou on passe directement à l'implémentation. Il faut qu'on gère un peu le temps. Donc, nous avons 15 minutes pour break et on va reprendre.